Bonjour, bienvenue dans Demain à la Une. Quelle actualité va faire l'événement la semaine prochaine? Le projet de loi instaurant l'interdiction du voile intégral sera présenté en Conseil des ministres mercredi. Ce voile est contraire aux valeurs de la République et à la dignité des femmes, nous dit le gouvernement. L'affaire la plus récente est celle d'une conductrice voilée verbalisée à Nantes et de son mari, soupçonnée de polygamie et de fraude aux allocations familiales. C'est devenu une affaire d'État. Parmi les personnes qu'on a entendues à Nantes, Tariq Ramadan. Aujourd'hui, il est notre invité, mais d'abord un rappel des faits signé Marie Croxel. Une amende de 22 € pour avoir conduit revêtu de son niqab. L'histoire aurait pu s'arrêter là si ce couple n'avait décidé de porter l'affaire sur la place publique. La conférence de presse convoquée devant la boucherie halal de Lissé Badj ne restera pas longtemps sans réponse. En moins de 24 heures, Brice Hortefeux sort l'artillerie lourde. Selon le ministre de l'Intérieur, cet homme de 35 ans appartiendrait à la mouvance radicale du Tablir. Il aurait 4 femmes et chacune d'elles bénéficierait de l'allocation parents isolés. Polygamie et fraude aux aides sociales, il demande à son collègue Éric Besson d'étudier un possible retrait de la nationalité française. La machine s'emballe. Si on est déchoué de la nationalité pour avoir des maîtresses, il faut déchouer. Il y a beaucoup de Français qui seraient déchoués de la nationalité. Parce que la République doit faire respecter le droit des femmes. Parce que la République doit refuser à ce qu'elles soient emmurées, instrumentalisées, humiliées. J'avais le devoir de porter cette affaire devant la justice. En plein débat sur le voile, l'opposition dénonce la récupération politicienne de l'affaire, tandis que la communauté musulmane s'inquiète des risques de stigmatisation. C'est dans ce contexte que la mosquée de Nantes accueille une conférence de Tariq Ramadan. S'il y a infraction à la loi et il y a effectivement quelqu'un qui pratique la polygamie alors que c'est interdit par la loi française, on le sanctionne pour le délit. Mais on ne va pas offrir un précédent extrêmement grave de retirer la nationalité à des gens qui ne respecteraient pas la loi. Problème pour Brice Hortefeux, juridiquement, il n'y a pas polygamie et la fraude aux allocations reste à prouver. L'enquête judiciaire suit son cours en toute discrétion. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Intellectuel, universitaire de nationalité suisse, professeur à Oxford. Vous êtes aussi consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Votre famille est d'origine égyptienne. Votre grand-père maternel est le fondateur des Frères musulmans, un mouvement créé en Égypte en 1928 qui prône la renaissance islamique, la lutte contre l'influence occidentale et l'instauration de la charia. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est exactement cela pour les circonstances des années 30. Oui. Votre grand-père a comme disciple préféré votre père, qui à son tour va fonder la branche palestinienne des Frères musulmans. C'est juste, c'est exactement ça. Il était parti en Palestine avant la création de l'État d'Israël, dans un travail de résistance à ce projet. En 1954, votre famille, contrainte à l'exil par le nationaliste laïque Nasser, s'établit en Suisse, où vous naissez. Vous faites vos études à l'université de Genève, littérature française et philosophie. Vous êtes docteur ès-lettres en islamologie et arabe. Vous êtes marié à une Française, convertie à l'islam et voilée, dont vous avez 4 enfants. Oui, c'est ça, c'est juste. Oui. Votre frère Hani Ramadan dirige le Centre islamique de Genève. On a beaucoup parlé de lui en 2002 quand, dans une tribune publiée dans Le Monde intitulée « La charia incomprise », il justifiait la lapidation des femmes adultères. Lapidation et sida sont pour lui des châtiments divins. Oui, j'avais pris position par rapport à ça parce qu'il faut cesser ces pratiques, de la peine de mort à la lapidation en passant par les châtiments corporels pour pouvoir aujourd'hui faire évoluer les mentalités dans ces sociétés-là. Que n'a-t-on pas écrit sur vous? Je citerai seulement le cheval de Troie du djihad en Europe. De quel courant êtes-vous? Traditionnaliste, réformiste, radical? Non, moi je suis radicalement réformiste, au sens où aujourd'hui je me positionne avec l'idée que je veux rester fidèle à des principes islamiques, mais en même temps, je vis avec mon temps et j'ai beaucoup évolué moi-même dans mon parcours intellectuel. Donc, je suis très, très impliqué dans ce courant de pensée. Vous êtes un personnage très controversé, accusé de double langage. On vous dit doux en Europe et intégriste dans les pays arabes. Ça ne veut rien dire, parce que vous savez, je veux dire, j'ai été pendant 6 ans interdit des États-Unis et on cherchait toutes mes relations possibles avec le terrorisme ou le radicalisme. Et au bout du compte, on n'a rien trouvé. Les portes me sont ouvertes maintenant. C'était l'administration Bush. Et tous ceux qui ont continué à dire qu'il y avait un double langage n'ont jamais rien prouvé, n'ont jamais rien apporté. Et ma position aujourd'hui, c'est de dire attention à la double audition, c'est-à-dire de n'entendre que
ce que l'on a envie d'entendre. Parlons du projet de loi anti-burqa qui sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Le texte dit « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Le gouvernement veut une interdiction totale de la burqa malgré l'avis du Conseil d'État. Il y a en France, selon le ministère de l'Intérieur, 2000 femmes qui portent le voile intégral. Le texte prévoit des peines distinctes pour les femmes qui le porteraient, 150 €, et pour ceux qui les y contraindraient, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Cette loi anti-voile intégral, vous en pensez quoi ? Écoutez, moi d'abord, dans l'ordre des choses, je ne suis absolument pas pour le niqab qui couvre la face, ni pour la burqa, et j'ai toujours dit que je ne pensais pas que c'était une prescription islamique. Mais je sais qu'il y a des courants de pensée qui sont traditionnalistes, ne sont pas radicaux, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Les tablirs, ce ne sont pas des radicaux, ce sont des traditionnalistes, où vous avez des littéralistes qui pensent que cela est une prescription. Avec eux, il faut discuter, il faut faire comprendre aux jeunes femmes qui le portent, dont beaucoup sont convertis à l'islam, que ça n'est pas une prescription islamique. La loi, elle est simplement une espèce de mise en scène aujourd'hui d'une volonté de défendre la dignité des femmes, comme si tout à coup on découvrait la dignité des femmes, juste d'ailleurs après le discours de Barack Obama qui dit à la France « Vous n'avez pas le droit d'imposer la tenue vestimentaire aux femmes ». C'est un calcul politicien et c'est ça qui me dérange dans cette loi. Et si tout à coup le président de la République, Nicolas Sarkozy, vient et dit « Il faut une loi générale » et qu'on le suit, c'est parce qu'il est en compétition avec M. Copé, qui lui veut doubler la commission. On est dans un discours totalement politicien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qui va gagner les prochaines élections et qui va gagner les voix de l'extrême droite. C'est de trouver des solutions aujourd'hui. C'est le bonheur des femmes et non pas le bonheur de nos politiques et de nos politiciens. Alors, vous y répondiez, le voile intégral est-il ordonné dans le Coran ? Alors, il y a bien 2 versets qui parlent de se couvrir. Dans la sourate 24, le verset 31 dit « Dis aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, qu'elles rabattent leur voile sur leur gorge. » Et dans la sourate 33, le verset 59, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de serrer sur elles leur voile. Ce sera le plus simple moyen qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient point offensées. » Mais à aucun moment, en effet, il n'est question de voile intégral dans ces commandements. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre juste les 2 versets et faire des interprétations à partir de cela, parce que vous avez des traditions prophétiques, et juste dans ce que vous avez cité, de ne montrer que ce qui en apparaît est considéré et lu en arabe par certains juristes comme le fait de vraiment tout couvrir, de ne montrer aucune forme du corps. Et ce qui apparaît, c'est justement cette couverture qui ne montre aucune forme, mais qui couvre l'ensemble du corps. Donc là, on est dans un débat d'interprétation sur les textes problématiques. Et donc, raison pour laquelle, quand vous avez des politiques aujourd'hui et des intellectuels qui disent « Ah non, ça n'est pas religieux », ils ne peuvent pas dire cela. Et c'est contre-productif de dire cela, puisque vous avez aujourd'hui, même en France, vous avez dans une des émissions qui est passée en France, des femmes qui viennent et qui disent « Attendez, d'abord, je le porte de mon plein gré. Et ensuite, je pense que c'est une prescription islamique. Vous ne pouvez pas quand même faire la sourde oreille en disant « Non, non, c'est culturel et ce n'est pas islamique ». Maintenant, vous ne pouvez pas décider de la dignité des femmes contre leur propre gré. Il faut que vous soyez dans un vrai dialogue pédagogique, une vraie compréhension. Et là, oui, je veux dire, moi je pense que ces 2 versets ne l'imposent pas. La burqa est d'ailleurs interdite lors du pèlerinage à la Mecque. Alors, tout ce qui va couvrir la face, pas simplement. Il faut faire attention parce que la burqa, c'est une tradition asiatique et spécifiquement maintenant liée aux talibans et à la tradition afghane. Mais couvrir sa face n'est pas permis pendant la période du pèlerinage. Cette loi anti-burqa s'inscrit dans la continuité du débat sur l'identité nationale, débat focalisé sur l'islam. Il y a un problème ? Oui, exactement. Je pense que par votre question, vous faites le lien. Il y a un vrai problème. Je veux dire, lancer un débat sur l'identité nationale en nous montrant, en nous disant, en fait, nous voulions réunir la nation française alors qu'on n'a fait que la diviser et que pratiquement toutes les contributions stigmatisaient les musulmans et les musulmanes. L'islam, à votre avis, est-il soluble dans la République ? Il y a près de 6 millions de musulmans en France. Là où l'intégration républicaine a réussi avec les immigrés catholiques, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, même les Polonais mineurs du Nord, elle ne fonctionne pas avec les musulmans arabes et noirs.
Mais c'est pas vrai. Sur le plan religieux et sur le plan strictement culturel, les femmes et les hommes d'origine arabe ou noire respectent la loi, parlent français comme vous et moi, et qui sont aujourd'hui en train de réussir, et en particulier les jeunes femmes. Il faut arrêter d'islamiser ces questions-là. Le problème aujourd'hui en France est un problème social, c'est un problème d'accès à l'emploi, c'est un problème de mixité sociale, c'est un problème, c'est ça la réalité. Il y a aussi des problèmes dans la vie de tous les jours, le port à la cantine, les burgers halal, la nudité chez le médecin, les piscines pas mixtes, la polygamie. Oui, mais encore une fois, bien sûr, ça ce sont des événements qui arrivent et je ne les nie pas, mais si on utilisait les millions de Français de confession musulmane qui vont chez le médecin comme vous et moi, qui mangent et qui font attention et qui s'adaptent à la réalité, si on les utilisait, eux, pour permettre en fait aux nouveaux qui arrivent, parce qu'on ne va pas cesser d'avoir des nouveaux qui arrivent, la France ne survit pas sans une immigration, donc elle a besoin de personnes qui viennent. Eh bien, si on utilisait les anciens, les gens qui, comme moi aujourd'hui, se disent c'est possible, et d'autres sur le terrain français, pour trouver des solutions à ces problèmes-là, eh bien on s'en sortirait. On fait exactement le contraire. On fait des controverses autour d'anecdotes alors qu'on oublie le mouvement très lent d'installation de ces populations-là et qui fonctionne. Donc encore une fois, je ne nie pas le fait divers, mais est-ce que fait le fait divers fait la politique, ou est-ce que c'est la politique qui intègre le fait divers? Il y a aussi l'amalgame avec le terrorisme, hein, même si tous les musulmans évidemment ne sont pas terroristes, les terroristes sont souvent musulmans. Oui, alors bon, ça c'est une formule qui a été dite aux États-Unis. Les musulmans, de ce point de vue-là, ils ont aussi des responsabilités. Et moi, je suis pour qu'on cesse la mentalité de victime et qu'on soit dans des processus, vous savez, en anglais, on dit empowerment, c'est-à-dire autonomisation et responsabilisation. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la contribution. C'est d'être capable de dire, il faut que vous soyez dans la société française comme Zidane était dans l'équipe de France. Celui qui apporte et qui, parce qu'il apporte, on ne lui demande pas d'où il vient. Parce qu'il est aujourd'hui, il contribue. Et il va contribuer comment? Effectivement, par des dénonciations. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui dans l'extrémisme violent, il faut les dénoncer. Ceux qui sont aujourd'hui dans le fait de ne pas respecter la loi française parce que soi-disant c'est pas une loi musulmane, de dire non, c'est au nom de l'islam qu'on respecte la loi française. Ces positions sont là, je pense qu'elles sont majoritaires en France, il faut les entendre. Ce sera ma dernière question pour vous. Quelle serait la société idéale, d'un mot tous citoyens, indistincts d'une république laïque ou tous membres de communautés distinctes qui vivent en harmonie? Exactement ce que vous avez mis en évidence d'abord. Moi, je suis l'avocat de ce que j'appelle le nouveau nous, c'est-à-dire que vous et moi, nous sachions que nous avons le même futur, que nous nous battions pour la justice, que nous nous battions pour l'égalité, le même salaire pour les femmes et les hommes au travail. Ça, ce sont des revendications qui sont dites sur le terrain. Le fait qu'on ne soit pas discriminé quand on est d'origine arabe ou quand on soit noir, et puis qu'on crée la société de demain, qu'on le veuille ou non. Communautariste donc. Et surtout pas. La société de demain, c'est un nouveau nous, c'est vous et moi pour quelque chose. Pas uniquement contre le terrorisme, mais pour plus de justice, pour un respect mutuel. Et il n'y a pas de respect sans connaissance mutuelle. C'est-à-dire dépasser la peur et établir un peu de confiance. Mais la confiance, elle commence quand on dépasse nos crispations et qu'on commence à s'écouter un tout petit peu. Donc, je suis farouchement contre toute tentation communautaire. Je suis fondamentalement européen de ce point de vue-là. Merci Tariq Ramadan. Le projet de loi anti-burqa sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.